Mon texte est déjà en ligne. Je ne vais pas lire la première partie. Dans la poétique, Aristote définit la catharsis ou purgation comme le but de la tragédie. Je cite Aristote. La tragédie est une imitation faite par des personnages en action et non par les moyens de la narration, et qui, par l'entremise de la pitié et de la crainte, accomplit la purgation des émotions de ce genre. Fin de citation. La théorie aristotélique de la catharsis est généralement considérée comme une réaction au rejet de Platon de la mimésie ou imitation artistique. Platon accuse le théâtre tragique de dérouter les jugements rationnels en évoquant des émotions puissantes. Mais la notion de catharsis non seulement justifie la représentation théâtrale, il rationalise aussi les horaires de narration traditionnels en transformant leur motivation historique dans une fonction intemporelle. Eric Havelock a argumenté de façon convaincante que Platon refuse la poésie moins pour sa capacité mimétique que pour son rôle essentiel dans l'éducation traditionnelle grecque. Donc, nous pouvons dire que les poètes épiques, Platon et Aristote, reconnaissent tous les faits transformateurs de l'art tragique. Mais alors que les poètes tragiques montrent sans peur leur patrimoine d'histoire, Platon veut purifier ces histoires de leur aspect négatif. Au contraire, Aristote accepte de montrer ces aspects négatifs afin que les spectateurs puissent se libérer d'eux. Platon écrit ces dialogues comme une réponse pharmacologique en même temps par l'écriture et à l'art tragique. Les dialogues mêmes sont des exemples de l'usage thérapeutique de l'écriture et de la représentation aussi. Au contraire, selon Aristote, cette capacité thérapeutique, c'est déjà à l'œuvre dans la relation entre la représentation tragique et ses spectateurs. Aujourd'hui comme hier, on peut soupçonner que la catharsis, c'est surtout une justification du status quo. Et si à l'âge de la Grèce classique, Aristote évoque l'effet cathartique pour réhabiliter les chefs-d'œuvre d'Échille, de Sophocle et d'Euripide, aujourd'hui, la catharsis est souvent invoquée pour justifier l'usage terroriste de la violence dans le cinéma. Toutefois, heureusement, nous ne sommes pas obligés de croire à l'effet cathartique des émotions représentées selon Aristote. Je voudrais plutôt vous inviter à reconstruire la notion de catharsis comme un symptôme ou un quasi-symptôme. En d'autres termes, je soutiens que la catharsis aristotélique, c'est une expression symptomatique des processus de transformation transindividuelle qui affectent les spectateurs du théâtre tragique. Je voudrais suggérer que les transformations intérieures du spectateur du théâtre tragique sont l'effet d'une modalité spécifique de projection. Les spectateurs tragiques participent, dans le sens du Lévi-Brul, de l'existence d'un autre, qui est le caractère représenté sur scène. Je maintiens que les spectateurs grecs ne font pas expérience de cet autre comme un autre, mais comme soi-même. Le spectateur grec, en toute probabilité, est un initié au rite mystérique. Dans ce rite, l'initié fait de la place pour les dieux dans soi-même. Les poètes rappellent l'expérience d'être possédé par les dieux, et Socrate aussi dit qu'il est soumis à son daimon. On peut supposer que, de façon similaire au rite mystérique, le spectateur fait de la place pour les personnages tragiques dans soi-même. Alors qu'il est pris par le récit, Aristote souligne, le spectateur oublie même de manger. Bien sûr, cette participation n'est pas sans péril, comme Aristote veut nous faire croire.
Quand les spectateurs expérimentent l'horaire comme possibilité, il fait de la place dans soi pour cet horaire, sans aucune garantie de l'épurger ensuite. Et comme Platon le sait bien, les vrais périls dont le spectateur est exposé ne sont pas plus les vieux horaires du passé, mais la nouvelle bêtise. Maintenant, quittons pour le moment les grands espaces publics du théâtre grec pour une représentation privée dans un lieu très étroit. Évagre le Pontique fait partie du flux des chrétiens qui arrivent dans le désert après que le christianisme devient religion de l'été de l'Empire romain au IVe siècle. Dans ce texte, Évagre témoigne de l'émergence d'une condition humaine qui est nouvelle pour l'Occident. Cette modalité inouïe d'individuation comporte une quasi-complète solitude, souvent dans une petite caverne. Cependant, cette solitude est vécue en parallèle et près de la présence d'autres solitaires. Évagre écrit pour réconforter les ermites avec lesquels il partage à distance sa condition d'isolement. Dans son essai sur les pensées oppressantes, Évagre suggère aussi à chaque ermite un certain nombre de techniques. Ces techniques sont destinées à lui permettre de résister aux attaques contre sa vertu. Selon Évagre, ces attaques ne sont pas du tout métaphoriques. Il énumère 8 démons différents qui foulent la scène d'un véritable théâtre de la tentation. Chaque démon visite l'ermite dans sa celle pour les corrompre. Un autre, puisque chaque démon déploie sa stratégie d'action spécifique, Évagre décrit diligemment toutes les techniques de défense appropriées. Un des démons, celui qui rend l'âme indifférente, cible spécifiquement les solitaires. La raison pour cela est claire. Évagre ajoute, « Quand les gens qui nous entourent souffrent, tombent malades, vont en prison ou meurent, notre sympathia, c'est-à-dire notre compassion pour la douleur des autres, dissout notre akédia, l'absence de soins qui nous rendent insensibles. » Comme je n'ai pas beaucoup de temps, il fait laisser la cellule et la solitude réelle de l'ermite chrétienne pour une autre solitude qui entoure comme une cellule virtuelle l'individu moderne. Cette prison portable est mieux révélée par des enquêtes en direct. À la moitié du siècle dernier, Elias Canetti consacre 20 années de sa vie à l'écriture d'une œuvre qui démystifie les pouvoirs. Par conséquent, il ne peut pas être soupçonné de sympathie autoritaire. Mais, malheureusement, son explication de la paranoïa des puissants projette sur l'humanité passée, présente et future un destin d'isolement individuel. Canetti fonde le sentiment de puissance sur la condition d'avoir survécu à d'autres êtres humains. Tous les puissants incarnent au plus haut degré la satisfaction d'être spectateurs de la mort des autres. Bien qu'elle produise des choix moraux très différents, cette satisfaction de survivre est, selon Canetti, inévitable pour tous les êtres humains. Canetti accumule une vaste gamme de matériel anthropologique et historique afin de soutenir que la satisfaction de survivre, c'est une réaction humaine universelle et intemporelle. Et pourtant, ce sentiment de satisfaction pour les malheurs d'autrui suppose une conception de soi comme une forteresse assiégée et des relations avec les autres comme une lutte pour la survie. Nous n'avons pas besoin de voyager très loin dans le temps et l'espace pour trouver l'origine moderne de ces conceptions dans les écrits
de Thomas Hobbes. En termes cinématographiques, Hobbes, c'est le scénariste des modernités. Il met sur papier une projection beaucoup plus extraordinaire de la possession divine ou démoniaque. Hobbes projette un sujet sans enfance et sans histoire, qui erre sur la terre comme un loup à l'affût. Toutefois, puisque la nécessité est la mère de l'invention, le loup se fait renard et il passe des contrats. Il faut aller sur une île déserte pour réaliser pleinement le scénario original de Hobbes. Là-bas, un autre solitaire, Robinson Crusoe, capture l'attention de ses lecteurs qui les récupèrent. Mais il récupère aussi la condition d'isolement du naufragé, qui devient la condition commune des sujets des traités politiques, philosophiques et surtout économiques. Le théâtre de l'économie moderne met en scène des Robinsonades, pour le dire comme Karl Marx. Néanmoins, au sein les sujets réels projettent sur eux-mêmes et sur les autres une multiplicité d'engagements. Ces différents engagements avec la famille, les amants, les amis, le travail, les rituels sociaux en général, bouchent l'édification des murs de la forteresse individuelle. Dans certains cas, comme Max Weber le souligne, la projection commune de l'homme d'affaires réussi tend à produire un état d'isolement parallèle. Mais seulement très récemment, à la fin des années 70, le néolibéralisme impose agressivement sa projection de l'individu rationnel isolé. C'est nouveau Robinson qui porte son île sur les épaules et qui est l'entrepreneur de lui-même a l'ambition d'être un modèle anthropologique universel. Le tragique succès temporaire, j'espère, de la dystopie néolibérale fait apparaître l'analyse de Canetti comme un sinistre présage du futur antérieur. Au temps du néolibéralisme, l'individu atomisé poursuit la satisfaction de survivre au marché. Ces nouveaux misérables, ces prolétaires de l'âme, revit à l'échelle planétaire la condition d'isolement parallèle d'Evagre et de ses compagnons. Comme un ermite, l'individu néolibéral est obligé à la tâche d'être lui-même sans le soutien des autres. Mais il doit aussi être lui-même contre les autres, qui ne deviennent pas seulement des étrangers, mais des compétiteurs. Par conséquent, à l'ère néolibérale, l'aide des techniques d'Evagre n'est probablement pas plus suffisante pour soutenir les nouvelles attaques contre notre équilibre précaire. Même les démons nous ont laissés seuls, et après la disparition de l'antipsychiatrie, nous nous retrouvons avec la responsabilité ingérable de notre patrimoine génétique. Les gènes égoïstes n'est qu'un Robinson très petit qui nous met dans les mains des technosciences et leur application médicale. Et pourtant, l'effet invalidant de la médecine contemporaine, pour le dire avec les mots d'Ivan Illich, peut être contré par des pratiques solidaires. Revenons donc aux considérations d'Evagre sur la compassion. Bien que ces considérations révèlent des indiscutibles influences chrétiennes, ils montrent aussi les effets dévastateurs de la condition d'isolement volontaire. J'ai déjà rappelé que cette condition présente une similitude étonnante avec celle de l'individu néolibéral. À partir de Hobbes, les théoriciens de l'individualisme soutiennent que l'être humain est égoïste par nature. Et par nature, il poursuit son intérêt personnel avant tout. Bien sûr, au temps moderne, l'autorité de la nature n'est pas qu'un substitut de l'autorité de Dieu chrétienne, dont elle réitère la fonction.
L'autorité de Dieu justifie les projections des théologiens. De même façon, l'autorité de la nature justifie les projections des Hobbes et aujourd'hui des Hayek. Les projections de l'individualisme néolibéral exercent une pression sociale extraordinaire, non seulement au moyen des conditions de travail, mais aussi en imprégnant tous les canaux des communications sociales. Les sujets contemporains contribuent à exercer cette pression en projetant sur soi-même une image d'isolement volontaire qui est la condition de son succès en tant qu'entrepreneur de lui-même. Il n'est pas surprenant donc que les démons de l'indifférence lui rendent visite souvent dans sa cellule mobile. Mais son isolement est virtuel et il est forcé à combattre une guerre sans fin dont il continue à subir les échecs. Pour cela, un autre des démons des vagues lui rend souvent visite aussi et lui donne les cadeaux pénibles du chagrin. Naturellement, comme je l'ai déjà dit, les démons des vagues ne sont plus avec nous. 2 siècles après sa mort, le pape Grégoire le Grand transforme les personnages démoniaques des vagues dans la notion abstraite des péchés mortels. En outre, le pape amalgame les 2 démons de l'indifférence et du chagrin dans les péchés de acédia ou acédie. Pire que cela, la cible du péché d'acédie change avec le temps, ainsi que le nom même du péché change. Il devient pigrizia, c'est-à-dire paresse. La nouvelle définition perd la connotation originale des mal de vivre et dans le nouveau monde de l'esclavage salarié devient une arme contre la résistance à l'exploitation. Quoi qu'il en soit, l'opération d'amalgame du pape Grégoire a trouvé des épigones modernes et influents chez les auteurs du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, qui est mieux connu sous l'acronyme anglais DSM. Dans la 5e et dernière édition de cette véritable Bible de la psychiatrie orthodoxe, les 2 démons du chagrin et de l'indifférence réapparaissent déguisés en les premiers 2 critères diagnostiques de la dépression. À ce stade, vous pouvez vous demander quel est le but de mon étrange parcours à travers des époques et des disciplines si différentes. Je voudrais répondre à ces questions hypothétiques avec 2 arguments. Le premier est de nature générale. Il nous en a appris à chercher les invariants. Nous devrions plutôt apprendre à agencer les différents. J'ai essayé de montrer des remèdes différents pour différents malaises. Et j'ai aussi essayé de les agencer pour produire des nouveaux outils. Deleuze nous a invités à expérimenter plutôt qu'interpréter. J'ai essayé ici de construire des interprétations comme des expérimentations. Le deuxième argument, c'est plus spécifique. Stigler a produit, entre autres, des nouveaux outils théoriques qui sont reliés entre eux. Le premier, c'est l'effet d'une extension du sens du mot déjà existante, c'est-à-dire projection. Le deuxième, c'est le néologisme archi-cinéma, qui est construit par analogie avec le terme derridien archi-écriture. Dans ma présentation, j'ai expérimenté avec la notion des projections au sein étendu. En bricolant avec la projection, je l'ai rendu peut-être méconnaissable même pour Bernard. J'espère que ce n'est pas le cas, mais si ça s'est passé comme ça, il s'agit du risque du métier de tout producteur, dont les produits
de leurs théories à leurs objets, à leurs enfants, s'en vont dans le monde. À moins, je n'ai pu faire violence à la notion d'archi-écriture parce que je l'ai laissée dans le titre. Et pourtant, en poursuivant la métaphore cinématographique, bien qu'invisible, l'archi-écriture a demeuré pendant tout le temps dans la cabine de projection. En même temps, j'ai rendu visible quelques pratiques de projection dont j'ai montré des usages pharmacologiques. Probablement, certains de ces usages peuvent avoir un effet thérapeutique même au sens strict du terme. Mais je crois qu'il n'est pas nécessaire de vous convaincre que le plus puissant des antidépresseurs n'est pas à vendre. Merci.